qui me chiffonne depuis que j'ai commencé ma carrière dans le conseil, c'est qu'on ne prête quasiment jamais attention au lien primordial qui existe entre le corps et le travail. Depuis l'aube des temps, l'homme a mis toute son intelligence et toute sa force au service d'un but unique: prolonger et améliorer les capacités de son corps et de son esprit. Toutes les grandes inventions humaines, comme le feu, la roue, l'écriture, le moteur et le circuit imprimé, nous ont permis de nous affranchir des limites d'action imposées par notre corps et de passer d'une ère à une autre. En maîtrisant le feu, nous avons pallié à la faiblesse de notre constitution et fini par ne plus craindre aucun prédateur. Avec la roue et le moteur, nous avons décuplé notre force. Un seul homme peut faire avancer un train, là où il en fallait 1000 pour tracter la même charge, beaucoup plus lentement. Sur le plan des idées, l'écriture nous a permis de transmettre des informations au-delà de la portée naturelle de notre voix et de les conserver au-delà des limites de notre mémoire. Et enfin, le numérique est en passe de nous permettre de nous affranchir des barrières du temps et de l'espace. Demain, nous pourrons échanger avec n'importe qui, faire n'importe quoi, depuis n'importe quel endroit du monde. Au fil des siècles, nous avons si bien travaillé que le corps est devenu de moins en moins nécessaire à l'accomplissement des tâches utiles pour la société. Hier, le chef du groupe, c'était l'homme le plus fort physiquement. Aujourd'hui, la force, nous ne l'admirons plus que dans les sports, donc dans un contexte de divertissement, mais plus de lutte. Et la plupart des affrontements entre nations ne sont plus des conflits armés, mais bien des guerres de l'information. Pour vous le dire autrement, David a définitivement remporté son combat contre Goliath. À tel point qu'aujourd'hui, le travail manuel est généralement déconsidéré par rapport au travail intellectuel. Dans cette salle, nous travaillons presque tous avec un ordinateur et nous n'avons pas besoin de savoir courir vite ni d'être endurants à l'effort pour réussir nos carrières. Appartenir à l'élite, c'est ne plus avoir à se servir de son corps pour travailler. On l'observe dans les mœurs professionnelles, et notamment les mœurs qui sont liées à l'utilisation des espaces de travail. Nous sommes passés d'un monde où notre place dans la hiérarchie se traduisait physiquement à un monde où on cherche exactement le contraire. Avant les années 2000, la plupart des employés avaient un bureau. Et la taille, l'agrément de ce bureau était directement associé à leur place dans la hiérarchie. Un meilleur poste, c'était synonyme de plus de place, plus de confort, plus d'intimité. Aujourd'hui, c'est le triomphe de l'open space. Un concept séduisant, il paraît que ça facilite la communication entre les équipes, mais c'est séduisant surtout pour les investisseurs, à qui il permet de réaliser des économies substantielles. Il est évidemment plus coûteux de réserver un espace par personne que de mettre tout le monde dans le même bureau. Mais l'open space a déjà montré ses limites de rentabilité. Si, comme moi, vous avez travaillé en open space, vous avez dû observer ces comportements si typiques qu'il nous est impossible de les attribuer au hasard. Les travailleurs des open space, ils portent plus souvent un casque. Ils envoient davantage d'emails et ils vont même jusqu'à avancer leur heure d'arrivée au bureau dans l'espoir de dégoter les meilleures places, c'est-à-dire les places les plus isolées. Par notre comportement, nous recréons les barrières qu'étaient les murs et les portes. Plus nous ouvrons les espaces, moins nous communiquons. Et cette dégradation de la communication par les moyens mêmes qui sont supposés l'augmenter se retrouve dans l'usage de la visioconférence. Visioconférence qui est devenue si banale.
après quelques mois de confinement. Moi, j'ai participé à des centaines de visioconférences. Et le passage de la 3D à la 2D, la retransmission de la chair en pixels, détruit une grande partie des informations que nous partageons en communiquant. Au-dessous des épaules, il ne nous est pas possible de voir les gestes qui pourraient traduire l'inconfort ou l'agitation de notre interlocuteur, comme les mains qui tremblent ou la jambe impatiente. Et si le cadrage est plus serré, on ne voit pas l'axe entre la tête et le corps, autrement dit la posture. On ne voit pas notre interlocuteur rougir ou pâlir. On ne le voit pas transpirer. En fait, en limitant la perception de nos sens, la visio bloque des processus cognitifs fondamentaux, et notamment l'action des neurones miroirs. Les neurones miroirs sur lesquels repose l'un de nos plus formidables talents, l'empathie. Et si, comme on le dit aujourd'hui, l'empathie est à la base de notre intelligence, eh bien, on peut se demander si la visio ne nous rend pas stupides. Le corps, ce n'est pas seulement une limite péjorative. Deux personnes ne communiquent jamais de la même manière face à face ou à distance. Elles ne communiquent jamais de la même manière si elles sont libres de le faire ou si elles y sont forcées par l'absence de cloison. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut renoncer à tous ces nouveaux moyens de communication. Je suis en train de vous dire que plus on utilise un moyen puissant pour amplifier la portée d'un message, plus ce message est distordu. Et cette distorsion, si elle est trop grande, elle finit par rendre le message inintelligible. Donc cette économie de court terme, s'épargner les transports pour préférer faire des visios à la maison, supprimer les murs, ces économies de court terme masquent un manque de rentabilité à long terme. Il est urgent pour nous de partir à la reconquête d'un écosystème de travail dans lequel nous parviendrons à un équilibre harmonieux entre les audaces permises par les nouvelles technologies et les lois immuables de la nature. L'une de ces lois fondamentales, c'est que le contexte influence les personnes. Imaginez-vous travailler dans un palais du XVIe siècle à Florence. Imaginez-vous travailler dans un préfabriqué en tôle à Nanterre. Vous ne ferez pas la même expérience de votre travail et donc vous ne produirez pas le même travail. Pensez au rituel des écrivains. Là où l'un cherchera l'inspiration d'un café bruyant, bondé, un autre préférera être isolé avec des boules caisses dans les oreilles. Prenons l'exemple de Flaubert. Flaubert avait chez lui un gueuloir. C'était une pièce dédiée dans laquelle, littéralement, il gueulait ses textes pour en estimer l'impact, la portée, mot à mot. Est-ce que Flaubert aurait produit les mêmes œuvres s'il avait travaillé au milieu d'un open space? Est-ce que Newton aurait eu l'éclair de génie qui lui a fait révolutionner la physique s'il n'y avait pas eu la peste de Londres qui l'a contraint à passer 5 ans seul à la campagne? Et si ces génies ont besoin de ce cadre d'excellence pour exprimer le meilleur de leur talent, il est bien naïf de croire, bien orgueilleux de penser qu'il en va différemment pour le commun des mortels. Et pourtant, le cadre qu'on nous promet pour l'avenir, le cadre de travail, c'est un univers numérique, standardisé, à l'image du métavers qui a été récemment annoncé par Mark Zuckerberg. Quelle sera la place du corps dans ce nouveau monde ? L'enjeu des siècles à venir, et qui a été précipité par nos choix politiques face au Covid, c'est de déterminer quelle place nous laissons au corps dans la définition de ce qu'est un être humain. Et si ce que je vous dis vous semble être de la science-fiction,
Considérez ce paradoxe que constituent d'un côté les influenceuses qui utilisent de tous les moyens techniques possibles pour ressembler aux standards des héroïnes de jeux vidéo ou du manga, et de l'autre côté, à ces influenceuses numériques qui comptabilisent déjà des millions de followers et qui imitent toujours plus fidèlement l'apparence humaine. D'un côté, des hommes qui veulent ressembler à des robots. De l'autre, des robots qui veulent ressembler à des hommes. L'horizon dans lequel l'homme et la machine vont se rencontrer est très proche. Et si la machine supplée tous nos efforts, si le corps n'est plus qu'une image qu'on peut modifier à l'envie, à l'infini, quel sera l'impact de ces changements sur notre esprit et sur notre rapport au travail ? Si Goliath a remporté son combat contre Goliath, il est urgent pour nous de veiller à ce que David ne devienne pas Midas. Car pour ce roi légendaire, c'est la perspective d'une richesse infinie qui s'est avérée être la cause de sa pauvreté absolue. Et comme pour Midas, l'homme du XXIe siècle pourrait bien perdre son humanité au moment même où il pense s'en être saisi dans son intégralité. Je vous remercie de votre écoute. Les oreilles grandes ouvertes.